bonjour. Je suis Aguenonga Chobert, chercheur principal pour les Ouélé. Bienvenue à ce 18e numéro de l'Olakaya Ouélé, un podcast de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo, GEC, réalisé dans le cadre du projet Utafitia Amani. Aujourd'hui, je reçois Madame Grace Nema, députée nationale élue du territoire d'Ango. Elle est également présidente d'une organisation caritative. Avec elle, nous analysons les facteurs qui expliquent la résurgence des attaques des groupes armés dans les territoires d'Ango, dans le Bawélé et les enlèvements des enfants. Madame la députée, bonjour. Bonjour. Après une période d'accalmie relative, les violences reprennent dans les territoires d'Ango, qui a été le principal épicentre des attaques de l'armée de résistance du Seigneur Elera depuis son incursion en mars 2009 dans le Bawélé. Pourtant, en septembre 2003, le désarmement des combattants de ce mouvement était clôturé en Boki, en République centrafricaine, RCA, suscitant l'espoir d'un retour à la paix. Contre toute attente, depuis le mois de février 2024, bien entendu, plusieurs villages ont été la cible des groupes armés qui ont incendié le 14 mars au moins 35 maisons et ont enlevé plus de 30 personnes, dont la majorité étaient des jeunes adolescents. Madame la députée, qu'est-ce qui explique la résurgence des violences dans les territoires d'Ango? Merci pour votre question. Je pense que ces groupes armés n'ont pas été complètement déstabilisés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Depuis 2003, comme vous venez de le dire, après les accords et consorts, on a dit que ces groupes armés, il y avait eu un compromis et que l'équipe de la LRA, bien sûr, qui était majoritairement de l'Ouganda, a regagné l'Ouganda. Il y avait aussi quelques groupes congolais que j'ignore encore leur destination ou leur adresse. En fait, bref, cette histoire de la LRA avait pris fin. Mais moi, je pense personnellement que ces équipes n'avaient pas été complètement désarmées ou déstabilisées. Pourquoi je le dis? Parce qu'après ces années, nous avons vu la résurgence de ces groupes armés non identifiés. Pour le moment, on les appelle non identifiés parce qu'ils apparaissent ou leur mode d'opération, c'est un peu compliqué. Ils viennent avec le visage voilé, il n'y a pas moyen de les identifier. Ils apparaissent souvent la nuit ou très tôt le matin, quand il fait encore sombre, il n'y a pas moyen vraiment de les identifier. Pour ça, nous disons encore que ces équipes, je pense que ces groupes armés, une partie des groupes de la LRA persiste encore, elle est encore dans la forêt. Selon les témoignages des victimes, ceux qui avaient été kidnappés dans le temps, qui ont pu rentrer, il y a certains... On voudrait justement aborder cette question tout à l'heure, la question de savoir quels sont les groupes armés impliqués dans cette violence. En tout cas, je pense qu'il y a la LRA. Nous avons aussi ceux qu'on appelle souvent non identifiés, qu'on ne connaît pas. Tantôt on dit que ce sont les Seleka, tantôt on dit que ce sont les Mbororo. Mais ce qui est vrai est que la LRA est en coalition ou en collaboration avec les groupes de Mbororo. Nous avons deux types de Mbororo. Nous avons les Mbororo qui sont visiblement, qui vivent parmi la population, qui est là, ils font des transactions et consorts. Mais il y a aussi une autre équipe qui fait le dégât. Et je pense que tous collaborent, que ce soit la LRA, ceux-là qui font les dégâts et les Mbororo que nous voyons physiquement, tous sont en collaboration. En janvier 2024, vous avez alerté l'opinion sur la présence des groupes armés en gestation dans les territoires d'Ango. Malheureusement, je ne saurais pas vous donner l'identité parce que ce sont des hommes toujours non identifiés, ils viennent toujours voilés et ils opèrent pendant des heures là où c'est pratiquement impossible de le reconnaître. Mais nous savons qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils surprennent bien sûr la population. Ce qui m'a vraiment poussé à alerter la population et le gouvernement surtout, c'est parce que nous vivons le scénario que nous vivons à l'est du pays. Et nous sommes tous sans ignorer qu'il y a un mouvement qui est né là-bas, qui sont en coalition avec M23 dans l'est du pays. Et ceux-là, les acteurs principaux dans ces équipes, connaissent très bien le Obazouélé et le Haut-Ouélé. Ils connaissent très bien la faillite ou la faiblesse. Donc, vous vouliez faire allusion au AFC, Alliance Fleuve Congo. C'est voilà, bien cela. Oui, je n'ai jamais aussi compris. Est-ce que ce mouvement aurait des ramifications également dans la région des Ouélé? Pourquoi pas? Parce que, vous savez, quand un groupe armé veut conquérir le pays, il va utiliser tous les coins il trouve c'est un peu favorable.
Et je sais que mon territoire est en frontière avec la RCA et le Sud-Soudan. Et ça fait des années que je ne cesse d'interpeller, pas la population, mais d'interpeller le gouvernement à rétablir l'autorité de l'État dans ces... C'est vraiment impossible de concevoir que tout un pays comme le Congo, en frontière avec la RCA et le Sud-Soudan, nous n'avons pas la DGM. Nous n'avons pas la présence de l'ANER. Et ce sont des coins déjà déclarés zone rouge parce que dans le passé, il y a eu des mouvements rebelles qui ont fréquemment opéré dans ces zones-là et il y a eu des cas, nous avons des témoignages, les preuves sont là. Mais qu'est-ce qui empêche à notre gouvernement vraiment d'établir son autorité et de renforcer ses frontières avec la présence des militaires, la présence de l'État? Là où nous voyons la DGM, nous connaissons qui entre et qui sort. Jusqu'à ces jours, ce n'était pas encore fait. Et c'est ce qui a vraiment fait que je puisse encore alerter. Vous avez tout à l'heure parlé d'une certaine collision, une certaine complicité entre certains Bororo et les groupes armés, mais certaines études suggèrent que même les Bororo seraient la cible de ces groupes armés, comme on l'a vu lors des dernières attaques. Est-ce que vous le confirmez que les Bororo sont la cible des groupes armés autant que les membres de la communauté locale? J'aime ce mot que vous avez utilisé, autant que. Je ne pense pas que c'est la même chose. T'as bien que, oui, les Bororo de fois sont menacés, mais je n'ai pas encore vu le dégât à la hauteur de ce que je vois parmi la population. Les dégâts dans la communauté des Bororo, deux fois c'est seulement leur bétail qu'on prend, peut-être on égorge, on tue, mais la mort, le kidnapping, c'est la population qui le subit. Je n'ai pas encore vu un Bororo qu'on a kidnappé et le ramené dans la forêt. En tout cas, je n'ai pas encore entendu ni vu. Mais selon aussi les témoignages et après beaucoup de recherches, nous apprenons aussi que ce qui se passe entre les Mboro et ces groupes-là, ce n'est pas vraiment, ils ne sont pas vraiment la cible, mais c'est un conflit plutôt. Ils viennent pour revendiquer leurs droits selon leurs contrats, leurs attentes, que j'ignore encore. Je n'ai pas vraiment la connaissance entière de ce qui se sont convenus avec ces groupes armés. Parce qu'on me dira même qu'il y a les Séléka, parmi ces groupes, il y a les Séléka qui sont des descendances ou les fils des Mbororo. C'est-à-dire que vous voyez que ça, c'est un conflit, peut-être qui se gère aussi d'une manière ou d'une autre, mais avec la population, ce sont des atrocités inimaginables. Parce que quand on vient, on égorge, quand on vient, on tue, on enlève. Je n'ai pas encore vu un Mbororo qu'on a égorgé à Ango ou dans les territoires, dans le parage. On déclare on va y revenir tout à l'heure. Et on déclare que ces cas de mort, c'était dû aux atrocités des groupes armés, non. Compris. Depuis novembre 2023, nous avons pris connaissance d'une lettre signée par des personnes revendiquant la création d'un mouvement dénommé Union de la Révolution de la Jeunesse du territoire d'Ango, URGA. Quelle serait la motivation de ces mouvements? Moi, personnellement, je n'ai pas encore vu le document, mais j'attends, les gens en parlent, ça circule apparemment. Mais je sais que c'est juste une façon de se faire attendre. C'est une façon d'interpeller les autorités et les responsables, les garants de la nation, bien sûr, et les responsables qui doivent vraiment s'assumer à ces moments-ci. Vous voyez le mode d'opération de ces gens, de ces groupes armés quand ils viennent. La première cible, ce sont les enfants et les jeunes. Et les jeunes se voient menacés, les jeunes se voient... C'est justement la question que je voudrais vous poser. Pourquoi lors des attaques survenues en mars, et comme aussi des attaques survenues antérieurement ou précédemment, les assaillants ont beaucoup plus visé les enfants que les adultes? Je pense que les enfants sont facilement contrôlés. Je sais aussi que les enfants, pour eux, c'est une ressource parce qu'ils peuvent facilement entraîner ces enfants et puis aussi les intégrer dans leur groupe pour maintenant le ramener, constituer d'abord une grande équipe et revenir maintenant conquérir. Donc quand je vois derrière ça, je vois vraiment une bombe à retardement. Parce que quand on vise les enfants, c'est l'avenir du territoire, c'est l'avenir du pays. Et on vise l'avenir du pays, donc qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et c'est comme ça que vous voyez que les jeunes ont compris, c'est leur façon de sauter, une forme d'autodéfense en fait. Bien sûr, ils n'ont pas de moyens, ils ne savent pas comment le faire,
Mais vous savez, vous vous retrouvez devant un voleur ou quelqu'un qui, soit il va vous tuer ou vous débrouiller à vous sauver. C'est dans cette situation-là que la jeunesse de Ango et tous les territoires qui sont attaqués par ces groupes armés, je pense qu'ils sont forcés à le faire. Ne sachant pas comment procéder, c'est leur mécanisme, c'est leur façon de réagir. C'est comme ça qu'ils ont créé cette association à leur niveau et je les comprends. Et je pense que j'espère aussi que les autorités seront vraiment interpellées par ces cris d'alarme. Entre juin et septembre 2023, les combattants de la LRA et leurs dépendants d'origine congolaise et ougandaise ont été désarmés en Mboki, en RCA et rapatriés en Ouganda. Est-ce qu'on peut connaître le sort des ex-combattants d'origine congolaise? Est-ce qu'ils sont déjà revenus au pays ou ils restent encore en Ouganda et de toutes les façons, quel est le sort leur réservé? Est-ce qu'ils sont pris en charge notamment par le PDDRCS, qui est le programme du gouvernement en charge du désarmement et de la démobilisation? Une très bonne question. Alors, moi, je pense que ce programme de désarmement du gouvernement est venu après. Ah oui, à ma connaissance, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée où seraient les ex-combattants de la LRA qui étaient ressortis du Congo. Je n'ai aucune idée. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment une organisation, il n'y a pas vraiment une équipe, il n'y a vraiment pas une structure qui fait la suivi, qui nous permettra un peu de comprendre l'évolution des choses depuis ces temps-là jusqu'à ce jour. Nous ramassons des informations par-ci, par-là. Ça nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Qui sait si les ex-combattants de la LRA qui étaient du côté Congo ont encore repris leurs activités? On ne sait pas. C'est comme ça, je vous avais dit que c'est un conflit des groupes armés aussi, bien sûr, dans la forêt. Et ils peuvent aussi facilement être manipulés par les groupes extérieurs, entre autres. Nos adversaires, ceux qui sont à l'est du pays, vous pensez qu'eux ne peuvent pas exploiter toute personne qui est disponible, qui se retrouve peut-être dans la forêt, qui a été avant dans un groupe plutôt de rébellion ou comme ça, je ne sais pas moi, comme la LRA, comme les autres. Vous pensez qu'ils ne seront pas vraiment prêts à les utiliser et à faire une coalition avec eux, à faire une alliance avec eux? Bien sûr. C'est comme ça. Je disais l'autre fois, vous m'avez posé la question pourquoi j'avais alerté, j'avais alarmé. C'est parce que j'essaie d'analyser tous ces aspects-là, je vois les dangers. Donc, nous sommes ici, c'est un coin bien connu, une zone rouge, comme a été déclaré pendant plusieurs années passées, mais qui est toujours abandonnée, qui n'est pas encore sécurisée, et on prend cette situation vraiment à la légère. L'ennemi va en profiter, il va utiliser tout le monde accessible, et voilà, petit à petit, nous allons perdre ce coin du pays. Quelles sont les conséquences des ciblages des enfants par les groupes armés à Ango sur leur scolarisation? Je viens sur le dernier attaque du mois de mars. L'administrateur du territoire, on avait longuement échangé, on échangeait avec toutes les autorités. Mais du niveau de l'administrateur, ils avaient pris la décision de fermer toutes les écoles dans ces coins-là pendant, je pense, c'était 3 semaines. Vous imaginez, nous vivons dans un coin d'abord qui est enclavé. Et c'est-à-dire qu'on est enclavé, nous sommes toujours presque en retard, en tout, y compris même le programme d'éducation. Alors, quand vous fermez les écoles pour 3 semaines, imaginez-vous la conséquence. Et même après, les enfants là, ceux qui sont des rescapés ou ceux qui sont encore là, qui reviennent à l'école, vous pensez qu'ils sont vraiment dans leurs états normaux pour suivre les cours, pour étudier? Non, il y a la frustration, il y a la peur, il y a tout. Vous vous imaginez? Donc, c'est un défaveur, c'est un danger, c'est une destruction pour l'éducation dans la zone, dans les territoires. Oui, je disais tantôt que vous êtes aussi présidente d'une organisation caritative qui porte votre propre nom. Et à ce titre, je voudrais vous poser la question de savoir quelles sont les conséquences des violences persistantes à Ango, notamment sur le plan humanitaire. Sur le plan humanitaire, nous avons d'abord un exemple concret. On m'appelle il y a 2 semaines passées pour me dire qu'à Digba, là où ce kidnapping a eu lieu, là on avait kidnappé 30 enfants, nous n'avions qu'un seul centre de santé. En fait, ce n'est même pas un centre de santé, c'est juste un petit centre là.
genre pharmacie, mais avec un peu tout. On a un infirmier là, mais ça assiste quand même la population. Et nous ravitaillons ces centres un peu régulièrement avec les médicaments à notre niveau, selon notre capacité. Vous pouvez vous imaginer, tout un village avec beaucoup de gens, ils ne vivent que de ça. En fait, la malaria, vous connaissez les conditions de vie chez nous là-bas, avec tout ce que nous avons des moustiques et consorts. Mais la malaria, c'est un mal qui est toujours permanent. Et des fois, nous avons aussi des épidémies, les maux de tête, les maux de ventre, les diarrhées et consorts, vous pouvez citer. La liste est longue. Mais cet infirmier quand même prenait soin. C'était quand même une aide importante pour la population. Et quand ces gens sont venus, la première des choses, ils ont tout pris, tout. Quand je vous dis tout, on a dit, même pas une aiguille est restée. On m'appelle pour me dire, honorable, s'il vous plaît, si vous pouvez, on doit tout recommencer. Mais pour le moment, nous ne savons pas comment vivre la population, comment vivre cette population. Et aussi sur le plan humanitaire, est-ce que cette crise sécuritaire n'a pas entraîné de déplacement de population? Oui, j'y arrive. Donc, la plupart des gens, nous avons dit, c'est à 45 km de Ango. Presque la majorité de la population se retrouve à Ango. À Ango, qui est aussi un centre, bien sûr, avec un bon nombre de gens, parce que c'est comme je peux dire aussi, c'est la capitale du territoire. Tout le monde maintenant vient vers Ango. Ça entraîne une crise, vous ne pouvez pas incontrôlable. Une crise C'est-à-dire que, oui, humanitaire. D'abord, la population, c'est une population qui vit de l'agriculture. Avec ces menaces répétitives dans les forêts, la population ne peut même plus aller au-delà de 15 km pour cultiver, pour aller au champ. Vous irez comment? Quand vous partez, soit c'est l'homme qui échappe et c'est la femme qu'on a pris ou les enfants. Alors, les gens ne cultivent presque plus. Il y a la famine qui règne maintenant dans le territoire de Ango. Avec une condition pareille, les routes impraticables, c'est un territoire enclavé. Les routes, donc, c'est-à-dire surtout que nous entrons maintenant, c'est la saison de pluie qui commence, je ne sais pas que sera le sort de cette population. Parce que le peu de camions qui faisaient à Riwara, malgré ils vont faire un mois en cours de route, ils atteignent quand même Ango, ça sera impraticable maintenant. Dites-moi, comment est-ce que cette population va survivre? Et encore le surplus qui vient des Digba, des Gouane et autres endroits, parce qu'ils estiment que peut-être le peu des militaires que nous avons à Ango peuvent quand même un peu, peut-être faire peur à l'ennemi ou sécuriser la population. Parce que d'autres coins là, c'est presque, il y a un militaire, deux, dites-moi. Avec ça, tout le monde fuit vers Ango, là où il n'y a presque pas de nourriture. Vous imaginez la conséquence. Et en votre qualité de parlementaire, quel est le rôle que vous jouez concrètement face à ces dynamiques qu'on est en train d'observer ou les dynamiques auxquelles on assiste présentement à Ango? Je ne cesse de faire une suivi, c'est-à-dire que bien sûr ce que je veux faire, je fais à mon niveau, contacter les autorités. Malheureusement, avant ces événements, non, juste 2-3 jours après les kidnappings à Digba et à Gouane. Après ça, c'était Soukadi qui a suivi. Moi, j'avais tout fait pour voir le ministre de la Défense, physiquement comme ça, que je lui en parle. Je l'ai vu dans le passé. On a échangé, il m'avait promis. Mais je vois que ça traînait encore. Tout ce qu'il m'avait promis traînait encore. Qu'est-ce qu'il m'avait promis? D'abord, le renfort. On allait renforcer d'abord le nombre des militaires, ce qui est très, très capital et c'est urgent pour le moment. Parce que quand les militaires sont sur le champ, même la morale de la population est un peu calmée. La population, pour le moment, est frustrée, elle est déphasée, elle se sent abandonnée à son propre sort. Je n'ai pas pu, malheureusement, je comprends, il a multiples préoccupations aussi avec la situation de l'Est, mais c'est ce que je dois aussi marteler ici, que nous devons comprendre que la situation qui se passe chez moi là-bas est pareille à celui de l'Est. Peut-être c'est comme ça que ça a commencé aujourd'hui, avec l'escalation, nous voyons, nous sommes au niveau où nous sommes avec la situation de l'Est, c'est presque chaque jour, il y a des cas que nous ne sommes pas en mesure vraiment de contrôler totalement. Et je crains que cette situation soit aussi la même, ou celle de mon territoire devienne pareille, parce que, comme je vous ai dit, je suis la porte d'entrée du pays. À partir de chez moi, vous quittez la RCA ou le Sud-Soudan, vous entrez au Congo. Alors, quand ces coins-là sont
Elles sont vraiment elles sont abandonnées, ce sont des frontières poreuses jusqu'à ce point. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans le passé, on m'a promis, je voulais faire une suivi et je ne cesse aussi de faire une suivi au niveau provincial. Je comprends qu'au niveau des Boutas, nous n'avons pas, selon leur structure, il faut se référer à Dungu pour, imaginez-vous, pourquoi je dois me référer à Dungu qui est dans Haut-Ouélé pour une intervention militaire dans les Bas-Ouélé? Tout ça, nous sommes en train de faire le suivi, c'est encore du méli-mélo. Tantôt on vous jette à gauche, tantôt à droite, mais nous ne sommes pas fatigués. Nous ne cessons même pas de les déranger souvent. Et nous voyons maintenant que ça commence à aller. On m'a dit qu'il y a un groupe de militaires qui est descendu. Pour moi, je ne suis pas encore satisfaite. Nous devons avoir toute une bataillon. Toute une bataillon doit aller contrôler cette frontière pour un moment, surtout avec la situation d'insécurité que nous vivons dans le pays pour le moment. Et c'est ce que je demande vraiment à notre gouvernement. Merci. Et de manière générale, quelles sont les pistes de solutions que vous proposez pour mettre fin aux violences dans le Bas-Ouélé et de manière particulière pour renforcer le mécanisme de protection des enfants dans la zone? Renforcer, c'est même pas renforcer. Installer ou établir la présence de l'État. L'État est quasi absent dans ces coins du pays. Et c'est quand même, ça ne va pas. Commençons d'abord par là. Commençons par là, que l'État soit dans tous ces coins-là présent. Comme ça, l'État sera à mesure de faire un suivi, être à la page de ce qui se passe dans ces coins du pays. Parce que quand l'État est là, c'est elle qui communique directement avec les autorités. Si bien sûr je sais que c'est ce que je fais, peut-être avec la présence de l'État, je n'ai pas vraiment à beaucoup m'époumoner. Parce que le rapport vient d'une manière régulière. Et l'État ici s'imprègne de la situation et va prendre des mesures vraiment qui sont appropriées pour essayer de sécuriser la population. Et je viens encore aussi, vous m'avez demandé quelles sont les pistes de solutions, il y en a beaucoup parce que c'est un coin qui est totalement encore enclavé. Les routes aussi sont très importantes. Nous avons besoin de routes parce qu'avec ces flots-là de mouvements, je pense que c'est aussi difficile pour un groupe armé plutôt d'accéder et de contrôler tout un territoire facilement comme ça. Donc la présence de l'État, penser aussi aux routes, renforcer aussi notre armée et voilà, c'est ça un peu. Commençons par là et petit à petit, je pense que nous allons voir un changement. Merci beaucoup, Madame Grace Nema, de nous avoir expliqué le facteur de la résurgence des violences dans le Bas-Ouélé. Je rappelle que vous êtes député national, élu de la circonscription électorale d'Ango, dans le Bas-Ouélé, au nord de la République démocratique du Congo. Et c'est la fin de ce 18e numéro de Lolaka Yaouélé, un podcast présenté par Agenonga Chobert dans le cadre du projet Outafiti Amani de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC. Auditrices et auditeurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt pour le prochain numéro de Lolaka Yaouélé. Au revoir.